Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021, de la réussite dans tous les projets que vous entreprendrez et surtout la santé. Dans cette vidéo, on va parler d'un des domaines mathématiques nécessaires à la bonne compréhension du machine learning. J'ai nommé l'algèbre linéaire. Et au sommaire, nous allons faire une rapide introduction à l'algèbre linéaire et son rapport au machine learning, expliquer les vecteurs et les différentes notions qui en découlent, et enfin, implémenter ce que l'on aura appris durant cette vidéo avec Python. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. L'algèbre linéaire joue un rôle essentiel dans le machine learning. Pour commencer à apprendre le machine learning, il n'est pas forcément nécessaire de comprendre l'algèbre linéaire. Par contre, si vous voulez aller plus loin et comprendre le fonctionnement des différents algorithmes d'apprentissage, il sera nécessaire d'avoir des notions. Plusieurs domaines de l'algèbre linéaire sont utilisés en machine learning: les vecteurs et les matrices, les systèmes d'équations linéaires, les bases et les espaces vectoriels. Et inversement, le machine learning implique l'utilisation de l'algèbre linéaire, les équations linéaires pour prédire une valeur, la minimisation des erreurs d'une fonction, la réduction dimensionnelle aussi, et plein d'autres encore. Avant d'introduire la notion de vecteur, commençons tout d'abord par définir un point. Un point est une liste de nombres ou bien de coordonnées spécifiant sa position dans un espace donné. Le nombre de coordonnées définit la dimension de cet espace. Prenons les trois points ABC que voici, de coordonnées 1.2, 0.5 et 3. On voit que chaque point est représenté par une seule coordonnée, donc l'espace associé à ces trois points-là est à une dimension. Prenons ce second exemple avec ABC, cette fois-ci représenté par deux coordonnées, 1.2, 1 pour A, 0.5, 2 pour B et 3, 3 pour C. Donc ici, l'espace de représentation de ces points-là est à deux dimensions. Définissons maintenant ce qu'est un vecteur. Un vecteur est une séquence de nombres correspondant aux valeurs pour les différentes dimensions qui le composent. On appelle composantes les valeurs décrivant un vecteur, et le nombre de composantes définit la dimension de celui-ci. On peut écrire un vecteur de deux manières différentes. De manière verticale, comme le premier exemple, et aussi pour économiser de l'espace sous forme de lignes, sous forme de listes, comme ceci. Maintenant, définissons la longueur d'un vecteur. La longueur d'un vecteur, ou bien norme, est égale à la racine carrée de la somme des carrés de chaque composante du vecteur. Si V est un vecteur, sa longueur s'écrit de la manière suivante, avec les deux barres verticales qui entourent euh, la lettre V, et est égale à la racine carrée de la somme de I à N des composantes au carré. Donc par exemple, ici, le vecteur V 2, 8, 3, 6, sa longueur est égale à 2 au carré, plus 8 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré, le tout à la racine carrée. Et ce qui donne racine carrée de 113, qui est environ égale à 10,63. L'addition de deux vecteurs. Donc l'addition de deux vecteurs se fait en additionnant les composantes du premier vecteur avec les composantes du second vecteur à la position correspondante. Ce qui implique que les deux vecteurs doivent être de même dimension. Par exemple, avec les vecteurs V1 et V2, donc respectivement 1, 2, 3 pour V1 et 4, 5, 6 pour V2, on fait la somme de V1 et V2, on prend la première composante de V1 et la première composante de V2, donc 1 et 4, qu'on additionne, donc ce qui va composer dans notre nouveau vecteur la première composante de ce nouveau vecteur-là, donc 5. Et on fait pareil pour chaque position. Donc 2 plus 5, 3 plus 6. Et à la fin, on obtient 5, 7, 9. Multiplication par un scalaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un scalaire? Un scalaire est tout simplement un nombre réel. Et la multiplication par un scalaire est le scalaire qui multiplie un vecteur pour en produire un nouveau. Donc, prenons l'exemple suivant. V égale à 1, 2, 3 et le scalaire S qui est égal à 2. Donc S fois V correspond tout simplement à la multiplication par 2 de toutes les composantes du vecteur V. Donc on obtient 2 fois 1, 2 fois 2 et 2 fois 3. Et le résultat final donne le vecteur 2, 4, 6. Passons maintenant au produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs signifie simplement la multiplication de ces deux vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs multiplie les composantes des deux vecteurs avec comme résultat à la fin
un scalaire. Donc le produit scalaire, on l'écrit de la manière suivante, donc entre parenthèses, le vecteur x, vecteur y, ou bien dot product, le point qui représente le produit scalaire, qui est égal donc à la somme donc, du produit de toutes les composantes. Exemple, prenons le vecteur x qui est égal à 3, 2, 1, 8, et le vecteur y qui est égal à 6, 4, 7, 1. Donc le produit scalaire des deux vecteurs va nous donner 3 fois 6, donc 3 fois 6, plus 2 fois 4, plus 1 fois 7, plus 8 fois 1, ce qui donne à la fin 41. Orthogonalité. Donc maintenant, définissons ce qu'est l'orthogonalité avec deux vecteurs. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Dans un espace 2D, cela revient à dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires, ou bien que l'angle entre les deux vecteurs est égal à 90 degrés. Prenons l'exemple avec x et y, où x est égal à 1, 1, 0, et y 0, 0, 1. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs nous donne 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus 0 fois 1, et est égal à 0. Donc ces deux vecteurs-là sont bien orthogonaux. Définissons maintenant ce qu'est un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire est un vecteur dont la longueur est égale à 1. Tout vecteur avec une longueur initiale supérieure à 0 peut être normalisé en divisant chaque composante du vecteur par la longueur de celui-ci. Donc pour cela, prenons un exemple, le vecteur v, 4, 2, 1, 2. Donc on calcule la norme de ce vecteur, donc la longueur du vecteur, qui est égale à 4 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, le tout à la racine carrée. Donc ce qui me donne racine carrée de 25 égale à 5. On prend cette longueur, donc cette norme, on va diviser le vecteur v par la norme que l'on vient de calculer, ce qui va nous donner u égale à 4 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5 et 2 sur 5. Et on peut vérifier que notre vecteur est bien un vecteur unitaire en recalculant la norme de ce nouveau vecteur et en vérifiant bien que la somme des carrés à la racine carrée est bien égale à 1. Donc on fait racine carrée de 4 sur 5 au carré, plus 2 sur 5 au carré, plus 1 sur 5 au carré, plus 2 sur 5 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 25 sur 5, ce qui nous donne bien 1. Maintenant, définissons ce qu'est une base. Une base d'un espace vectoriel, V, est un ensemble de vecteurs linéairement indépendants, et donc tout vecteur dans V est une combinaison linéaire. Par exemple, la base, dans notre exemple ici, va être égale à I 1, 0, J égale à 0, 1. Donc ces deux vecteurs-là forment la base de notre espace vectoriel. Et à partir de ces deux vecteurs-là, nous pouvons créer un vecteur V. Donc ici, dans cet exemple-là, nous allons créer un nouveau vecteur V qui sera la combinaison linéaire de I et de J. Donc ici, on a choisi 2 fois I plus 2 fois J, ce qui est égal à 2, 0, plus 0, 2, et qui nous donne le vecteur 2, 2. Nous venons de définir ce qu'est une base. Définissons maintenant ce qu'est une base orthonormale. Une base est dite orthonormale si les vecteurs qui la composent sont de norme 1 et orthogonaux. Par exemple, prenons U1 qui est égal à 1, 0 et U2 égal à 0, 1. Vérifions que les vecteurs sont bien des vecteurs unitaires. Donc la longueur de U1 égale à racine carrée de 1 plus 0 au carré. Et c'est égal à racine de 1, donc la racine de 1 égale à 1. Donc pour le vecteur U1, c'est bon. Vérifions maintenant pour le vecteur U2. Donc on fait la racine carrée de 0 plus 1 qui est égal à la racine de 1. Donc U2 est aussi égal à 1. Donc les deux vecteurs sont bien des vecteurs unitaires. Maintenant, on va vérifier que le produit scalaire de ces deux vecteurs-là est bien égal à 0. Donc on fait U1 fois U2 qui est égal à 1 fois 0 plus 0 fois 1, et c'est bien égal à 0. Donc 1, 0, le vecteur 1, 0 et 0, 1 forment bien une base orthonormale. Pour finir, je vais vous présenter maintenant l'algorithme de Gram-Schmidt. L'algorithme de Gram-Schmidt est le procédé qui permet de convertir un ensemble de vecteurs en un ensemble de vecteurs orthonormal. Et nous allons voir les détails de cet algorithme dans un exemple.
Donc prenons pour cet exemple les trois vecteurs suivants. V1 égale à 1, 0, 2, V2 égale à 2, 1, 0 et V3 égale 2, 2, 1. Tout d'abord, transformons V1 en vecteur unitaire. Donc pour cela, on calcule la norme de V1 qui est égale à racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré égale à racine carrée de 5, auquel on va diviser donc, notre vecteur V1 par cette norme-là. Et donc on obtient U1 qui est égal à 1 divisé par racine carrée de 5, 0 et 2 divisé par racine carrée de 5. Une fois U1 calculé, on peut calculer U2. Et donc U2 est égal à V2 moins U1 fois le produit scalaire de V2 fois U1. Car après U1, après qu'on obtient le résultat de U1 par V2, on va obtenir un scalaire que l'on va multiplier à nouveau par le vecteur U1. Donc là, on a le détail des calculs. Et à la fin, on obtient U2 qui est égal à 8 sur 5, 1 moins 4 sur 5. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit à nouveau normaliser ce vecteur-là. Donc on calcule la norme de U2. On obtient racine carrée de 105 sur 25. Et avec cette norme-là, on va diviser ce vecteur-là obtenu. Et on obtient U2 qui est égal à 8 divisé par racine carrée de 105, racine carrée de 5 sur 21 et moins 4 racine carrée de 105. Donc même chose pour calculer U3, sauf que cette fois-ci, nous en utilisons U1 et U2. Et donc, l'algorithme de Gram-Schmidt nous dit que U3 est égal à V3 moins U1 fois le produit scalaire de V3 fois U1 moins U2 fois le produit scalaire de V3 fois U2. Le résultat de ce calcul-là nous donne, je vous ai passé les détails parce que là, on rentrait dans un calcul assez embêtant, et donc on obtient U3 qui est égal à moins 0,4364, 0,8729 et 0,2182. Oui, j'ai arrondi le résultat, mais ce résultat-là, on va le vérifier par la suite dans la partie Python lorsqu'on fera les calculs. Donc voici la formule générale de l'algorithme de Gram-Schmidt, reprenant les étapes que nous avons vues précédemment. Donc le vecteur UK se calcule grâce au produit scalaire de UI par le vecteur VK fois UI. Ensuite, après avoir obtenu le vecteur UK, on divise celui-ci par la norme du vecteur lui-même. A noter que lorsque nous avons un seul vecteur, l'algorithme de Gram-Schmidt ne fonctionne pas. Il fonctionne à partir de deux vecteurs. Et on le revoit dans la somme où on a i égale à 1 jusqu'à k moins 1. Si on a seulement un vecteur, bien sûr, cela ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans l'algorithme, au départ, nous avons directement calculé la norme sans utiliser le procédé de Gram-Schmidt. Et après, lors du calcul du second vecteur, nous avons utilisé l'algorithme de Gram-Schmidt et ainsi de suite. Donc voilà, je vous ai présenté différentes notions liées au vecteur et maintenant nous allons passer à l'implémentation de ce que l'on a vu durant cette première partie sur Python. On se retrouve dans cette dernière partie où l'objectif va être d'implémenter les notions que nous avons vues précédemment. Donc tout d'abord, on va créer notre environnement de développement que je vais appeler LA pour Linear Algebra et on va utiliser Python 3.8. Une fois que notre environnement a été créé, on va l'activer. Donc, source activate A. Ensuite, on va créer notre fichier de script Python que je vais appeler linear algebra. Et on va commencer par initialiser un vecteur V. Donc un vecteur V initialisé qu'on va appeler V. Donc V ici, ça va être tout simplement une liste de nombres, comme la définition qu'on a vue tout à l'heure. Donc si on veut afficher le vecteur V, il suffit de faire ça. Hop, on fait un print de V. Et si on veut afficher la composante 0 du vecteur E, on fait comme ça. Composante. On va plutôt écrire première
composante vecteur V, hop, V0, comme ça. Hop, on exécute notre code, donc on fait Python, et voilà, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, on va commenter ce qu'on vient de faire là. On va maintenant implémenter la première fonction qui consiste à additionner deux vecteurs. Donc pour cela, on initialise deux vecteurs. Donc vecteur U est 4, 5, 6. Vecteur V égale à 1, 2, 3. Ça, je préfère, plus aéré. Et maintenant, on va définir la fonction qui permet d'additionner les deux vecteurs. Et pour cela, il faut additionner des composantes correspondant aux mêmes indices. Donc ici, on va faire 4 plus 1, 5 plus 2 et 6 plus 3. Donc pour cela, on va itérer avec une boucle sur tous les éléments des deux listes. Donc on définit la fonction addVector qui va prendre deux vecteurs U et V. On vérifie que la dimension des deux vecteurs est bien la même. Donc pour cela, il faut que la longueur, donc le nombre d'éléments des deux vecteurs soit le même. Donc on va faire un assert avec la condition len de U égale len de V. Donc ça nous donne la longueur de U. Et ça nous donne la longueur de V. Sinon, on fait afficher le message d'erreur suivant. Les vecteurs doivent être de même dimension. Donc ça, c'est pour vérifier que nos deux vecteurs ont la même dimension. Maintenant, nous allons initialiser notre vecteur qui va contenir notre résultat, donc une liste vide, et nous allons itérer sur chacun de nos éléments qui composent nos vecteurs, et on va faire l'addition. Donc pour cela, on fait une boucle for, in range, de la longueur de un des deux vecteurs. Vu que c'est la même, on peut choisir n'importe lequel, donc là on va choisir U, et on fait un append, donc c'est-à-dire on ajoute un élément dans notre liste vide de la somme des composantes aux indices, à l'indice I, pardon. Et dès que ça c'est fait, on retourne res. Donc maintenant, on va faire res égale add vecteur de U, V, donc ils sont définis juste au-dessus, et on va afficher l'addition. Donc print de l'addition de U et V, ce qui nous donne res. Hop, on sauvegarde, on fait un clear, on exécute, et on a bien 5, 7, 9 comme résultat de l'addition de U et V. Maintenant, j'aimerais, au lieu d'itérer sur tous les éléments, que ce soit plus simple. J'aimerais juste faire, par exemple, print addition U et V, comme ça, U plus V. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Donc ça va me donner la concaténation du vecteur U et V. Or, moi, c'est la somme de chaque composante que je veux. Donc pour cela, je vais installer une nouvelle librairie, NumPy. Et cette librairie est destinée au calcul scientifique et à la manipulation des tableaux, ainsi qu'aux opérations mathématiques sur ces tableaux-là. Et NumPy introduit la notion de broadcasting, ce qui simplifie les calculs utilisant des tableaux. Et grâce à NumPy, je vais pouvoir créer des ND-arrays, et ces ND-arrays, quand je vais faire U plus V, vont automatiquement me faire l'addition de chaque composante de mes deux vecteurs. Donc, je vais importer maintenant la librairie que je viens d'installer, NumPy as t, et on va faire le test maintenant. Donc, je vais créer à partir de ces deux listes-là les NumPy arrays. Hop. Donc ça, je vais commenter tout ça. Et je vais relancer maintenant
la même fonction, et vous allez voir que le calcul va se faire. Donc voilà, addition U et V, hop, j'ai oublié les 2 points, hop, on a bien 5, 7, 9, alors qu'on n'a pas utilisé la fonction addVector. NumPy gère directement ce cas-là. Donc c'est super. On va continuer avec NumPy et non plus avec les listes. Donc maintenant, on va passer à la multiplication d'un scalaire avec un vecteur. Donc on va définir un scalaire. Multiplication d'un scalaire avec un vecteur. On va définir un scalaire, comme dans l'exemple du cours, et on va définir un vecteur avec NumPy array. Donc hop, on reprend notre exemple 1, 2, 3. Et maintenant, on fait la multiplication par un scalaire, tac, 2 points, et on fait S fois V. On fait un clear, on exécute, hop, multiplication par scalaire, on a bien 2, 4, 6. Si j'avais utilisé une liste, je vais montrer, ben, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait fait il aurait doublé, il aurait concaténé 2 fois la liste. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Or, c'est pas ce qu'on veut. On remet NP array. Ça marche très bien. Maintenant, passons au produit scalaire de 2 vecteurs. Donc, produit scalaire de 2 vecteurs. Je vais commenter ce qu'on a fait au-dessus. Tac. Donc, prenons le vecteur U, NPE égale à 3, 2, comme l'exemple du coup 1, 8, je crois. Et V, NPE égale à 6, 4, 7, 1. Et implémentant la fonction qui me permettra de calculer le produit scalaire. Donc def.product de U et V. Là aussi, on va vérifier que la longueur de nos tableaux est bien égale, parce que c'est une condition sine qua non pour que le calcul puisse se réaliser. Sauf que ici, au lieu de faire longueur comme ça, len de la liste, on peut le faire, mais on va utiliser une autre fonctionnalité de NumPy, u.shape. Et shape, en fait, nous donne la dimension de notre tableau. Et on va vérifier que v est bien égal à shape. Hop, non, sinon, on dit doivent être de même dimension. Hop. Donc, on initialise le résultat parce qu'on renvoie un scalaire et non pas une liste. Donc, ici, on va cumuler la somme de notre produit scalaire et on va itérer sur tous les éléments de notre liste. Là, on peut utiliser U si on veut, ou on peut faire u.shape, c'est comme on veut, pour accéder à la première dimension de notre tableau. Pour calculer le produit scalaire, il nous suffit de faire res plus égal u de i fois v de i. Et plus égal, en fait, va directement ajouter la somme, le produit de ui fois vi. Et dès que le calcul est terminé, il suffit de renvoyer res. Donc res égale .product v. On va tester maintenant. Et on va afficher le produit scalaire entre u et v. Hop. Donc on va faire un clear et on va printer, afficher le résultat. Tac. Et on trouve bien 41. Ici, nous avons implémenté nous-mêmes la fonction qui nous permet de faire le produit scalaire. Or, NumPy nous donne directement la fonction, donc implémente directement la fonction. On va l'utiliser maintenant. Donc, print produit scalaire entre U et V avec NumPy. Et c'est égal à np dot pour faire le produit scalaire,
entre U et V. Donc on relance le programme, et hop, même avec NumPy, on obtient 41. Maintenant, essayons avec des vecteurs de dimensions différentes. Imaginons qu'on retire le 8 là. Donc, si on réexécute le code, on fait un clear, hop, directement, vous voyez, le message d'erreur apparaît. Les vecteurs doivent être de même dimension. Pareil, si on n'utilise pas la fonction dotProduct, mais on utilise NumPy. Voilà, on nous dit que les dimensions sont différentes, donc le calcul ne peut pas se faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite particularité. Donc on va laisser commenter tout ça. On va remettre 8 ici, et on va commenter ici. Maintenant, j'ai envie de montrer un autre calcul possible avec les vecteurs, la multiplication de deux vecteurs. Donc pas le produit scalaire, mais bien la multiplication de deux vecteurs. Et en gros, la multiplication de deux vecteurs, on va prendre nos deux vecteurs 3, 2, 1, 8, et V, B, E, Ré, 6, 4, 7, 1. Et on va afficher la multiplication de ces deux vecteurs-là avec la fonction NumPy multiply. Et qu'est-ce que fait la fonction NumPy multiply? En gros, comme l'addition, elle va multiplier composante avec composante selon la position et nous rendre comme résultat un vecteur multipliant chaque composante ensemble. Donc ici, on aurait 18, 8, 7 et 1 et 8. Donc la multiplication de 3 fois 6, 2 fois 4, 1 fois 7, 8 fois 1. On va clear, on va relancer. Hop, et on retrouve bien 18, 8, 7 et 8. Donc maintenant, nous allons vérifier que deux vecteurs sont bien orthogonaux. Pour cela, on va tout d'abord commenter ce qu'on a fait précédemment. Donc, on va vérifier que deux vecteurs soient bien orthogonaux. Hop, et on va définir la fonction isOrthogonal. U vient, U et V, pardon. On va faire un return du produit scalaire de U et V. Et on va vérifier que le produit scalaire est bien égal à 0. Prenons deux exemples, comme toujours. Hop, 1, 0, comme dans le cours, et 0, 1. Et calculons le résultat de isorthogonal avec nos deux vecteurs et affichons le résultat comme ça. V, U et V sont-ils orthogonaux? Et on met le résultat. On fait clear de la console et on exécute. U et V sont-ils orthogonaux? True. Oui, comme on l'a vu dans le cours, le produit scalaire du vecteur 1, 0 et 0, 1 est bien égal à 0. Parfois, on aura des imprécisions dans le calcul de certains vecteurs. Donc, pour améliorer le fonctionnement de cette fonction, on va importer le module mathématique. Et avec le module math, on va ajouter une tolérance ici pour s'assurer que si le produit scalaire entre deux vecteurs est très petit, donc on va dire inférieur à au moins 1 10 puissance moins 10, eh bien, on renvoie true quand même. Donc on va accepter une certaine marge d'erreur. Pour cela, on utilise la méthode math.isClose. Et là, c'est plus égal à 0. Ça va être donc le résultat du produit scalaire de UV. On vérifie qu'il est bien égal à 0. Avec une tolérance absolue à 1 10 puissance moins 10. Enfin, 1 puissance moins 10. Comme ça. Voilà. Donc ça permet de rendre un peu plus robuste cette fonction-là. Parce que parfois, il y aura un peu d'imprécision et on aura un nombre très petit
donc ça sera très proche de 0, et la fonction va nous renvoyer false, alors que en réalité, c'est vrai. Passons maintenant au calcul de la norme d'un vecteur ou bien la longueur. Donc déjà, je vais mettre en commentaire tout ça. Donc, longueur d'un vecteur et la longueur d'un vecteur, c'est tout simplement, comme on l'avait vu, donc la somme au carré de toutes ces composantes et le tout à la racine carrée. On va définir longueur d'un vecteur length, avec une itération, hop, res égale 0 pour contenir notre résultat final, et on va itérer sur tous les éléments de la liste V. On va faire res plus égal de chaque composante au carré. On renvoie math. On peut réutiliser le module math pour utiliser la racine carrée, ou bien vous pouvez utiliser NumPy aussi. C'est comme vous voulez. Là, on va utiliser NumPy. Et maintenant, on va définir V. Et V égale 1, liste de 1, 2, 3. Hop. Res égale vector length loop de V. Et maintenant, on va afficher longueur de V égale res. Hop. Longueur de V, 3.74, 165. Donc voilà. On peut aussi implémenter cette même méthode-là en une ligne, en utilisant NumPy, ou en utilisant le produit scalaire. La fonction produit scalaire qu'on a définie plus tôt. En gros, on va plutôt mettre la fonction ici. Donc, def vector length V et le produit scalaire. Donc, et pour calculer la longueur d'un vecteur, donc en gros ça correspond à quoi? À la racine carrée de la somme des carrés de notre vecteur V, et la somme des carrés, on peut l'obtenir simplement, si on se rappelle de la formule du produit scalaire, en faisant produit scalaire de V avec lui-même. Et le produit scalaire de V avec lui-même va nous renvoyer la somme des carrés, et il nous suffit d'appliquer la racine carrée à ce résultat-là pour trouver la longueur. Donc là, on va afficher longueur de V avec NumPy, par exemple. On va mettre le vecteur length, on va mettre V, et on va voir le résultat. Est-ce que c'est le même ou pas? Hop, c'est parti. Oui, et on retrouve le même résultat, mais implémenté de deux façons différentes. Donc maintenant, on va implémenter le calcul d'un vecteur unitaire. Donc pour cela, on va mettre en commentaire ça. Hop. Et pour calculer le vecteur unitaire, il suffit, donc on va appeler cette fonction normalize vector v. Et pour calculer la norme d'un vecteur, pour calculer le vecteur unitaire d'un vecteur, il suffit d'abord de calculer la norme de celui-ci. Donc on va utiliser une fonction qu'on a implémentée auparavant. Puis on va diviser notre vecteur v par la longueur de celui-ci. On va faire un return de v divisé par la longueur. Donc pour que ce calcul fonctionne, il faut bien évidemment que v soit un NDE-ring. Donc on va implémenter v en NDE-ring. Hop. Et le résultat est égal normalize vector de v, et on va afficher print vecteur unitaire de v égale normalize vector de v.
sauvegarde, on fait un clear de la console. Et voilà, on obtient notre vecteur unitaire. Et on peut vérifier que celui-ci est bien un vecteur unitaire, tout simplement en calculant la longueur de ce vecteur. Donc là, j'ai mis normalize vector, j'aurais pu mettre 13. On va vérifier qu'un vecteur est bien normalisé. Donc is normalized. Hop. Plutôt. Hop, on va faire un return de math.isClose. Là aussi, on va accepter une certaine tolérance. Vecteur length de u égale à, cette fois-ci, non pas 0, mais 1, avec une tolérance à 1, 10 puissance moins 10. Hop, c'est comme ça. Donc, maintenant, on va vérifier. Eh bien, un vecteur unitaire is normalized, donc res, ce qu'on a calculé ici. Hop, on fait un clear, on lance. Vérifier que U est bien un vecteur unitaire. True, donc ça marche bien. Donc si là je mettrai par exemple V, vous verrez qu'il me mettrait false. Hop. Implémentons maintenant la fonction qui va nous permettre de vérifier que deux vecteurs sont bien orthonormales, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois orthogonaux et de longueur 1. Donc pour cela, on va définir vecteur orthonormal, def is orthonormal, donc U1 et U2 par exemple. Donc tout d'abord, on va vérifier que nos vecteurs sont bien normalisés. Donc U1 is normalized égale à is normalized de U1. Ok. Donc ça va nous renvoyer un premier booléen. Donc U2 maintenant is normalized égale à is normalized de U2. Donc, second booléen. Maintenant on vérifie que si U1 est normalisé et non, pas et mais and U2 est normalized, alors on calcule, on vérifie que U1 et U2 sont bien orthogonaux. Non, mais orthogonal. Sinon, on return false, parce que s'il ne respecte pas la première condition, ça ne sert à rien de faire ce calcul-là, on envoie directement false. Maintenant, on va tester avec V1, U1 plutôt. Ouais, V1. Allez, on va implémenter, on va faire tous les calculs. Donc on va faire V1. NumParray de 1, 1, 0. V2, NumParray de 0, 0, 1. On calcule la forme normalisée de ces deux vecteurs-là. Donc on va normaliser V1, on va normaliser V2. Et maintenant, on va vérifier si les deux vecteurs U1 et U2 sont orthonormales. U1 et U2 sont-ils orthonormales? Is non. Is orthonormal. Non. Voilà. Hop. Et on va commenter tout ça. On va voir un affichage propre. Tac, tac. Et on exécute. Donc U1 et U2 sont-ils orthonormales? True. Maintenant, ajoutons un 1 ici pour voir si notre méthode fonctionne bien. Normalement, ça doit renvoyer false. Donc, notre méthode fonctionne bien. Donc, on vérifie bien que U1 et U2 sont normalisés.
Et après ça, on vérifie bien que U1 et U2 sont orthogonales. Maintenant, pour finir cette partie Python, nous allons implémenter l'algorithme que nous avons vu à la fin de la première partie, l'algorithme de Gram-Schmidt. On va réimplémenter les étapes que nous avons faites. Donc, on avait V1 qui est égal à numpy array de 0, 2, V2 qui est égal à numpy array de 2, 1, 0, V3 qui est égal à numpy array de 2, 2, 1. Maintenant, on normalise U1, le vecteur A. Donc on normalise U1, comme l'algorithme le dit. U2 est égal à V2 moins le produit scalaire de U1, V2 fois U1. U2 est égal à la... Enfin, U2 est égal à U2 divisé par sa norme. Donc ça permet de simplifier le calcul. Au lieu d'écrire U2 égale U2 divisé par vecteur length U2, en faisant ça, on simplifie le calcul. U2 divisé égal directement affecte le résultat U2 divisé par vecteur de U2. Pareil pour U3. U3, le produit scalaire de U1 V3 fois U1 moins le produit scalaire de U2 V3 fois U2. On normalise vecteur length de U3. Et maintenant, on vérifie que tout ce qu'on a fait est correct. Donc on peut afficher U3 par exemple, parce que on se rappelle du résultat qu'on avait eu. On va afficher surtout, on va vérifier que maintenant, 2 à 2, tous nos vecteurs sont bien orthonormales. Est-ce que U1 et U2 sont orthonormales? Is orthonormal U1 et U2. Et on va répéter ce calcul 3 fois. Donc on va vérifier U1 et U3 et U2 et U3. Et donc si on a 3 fois true, alors c'est que l'algorithme de Gram-Schmidt a bien fonctionné et on a bien un ensemble de vecteurs orthonormal. Donc tac tac tac, est-ce que tout est correct? Oui, on va juste printer cette étape-là. On va enlever le print, ça tout est clair. Un clear, et on exécute. Donc ça, c'était le résultat du calcul de tout à l'heure. 0,43, 64, 35, 78. Hop. Donc là, il y a un peu plus de précision que moi tout à l'heure dans le cours. Et est-ce que U1 et U2 sont orthonormales? True. Est-ce que U1 et U3 sont orthonormales? True. Est-ce que U1, U2 et U3 sont orthonormales? True. Donc l'algorithme de Gram-Schmidt ici a bien fonctionné avec ces trois vecteurs-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et surtout, surtout pour soutenir la chaîne, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des matrices. Donc je vous dis à très vite.